je ne maîtrise plus cette émission. J'ai de plus en plus de mal à choisir les sujets. Je me plains officiellement ici. Cette émission a été hackée. Cette émission a été hackée par des gens comme Stéphanie, comme des gens comme Angie. Jeff Boudier vient et j'ai de plus en plus de mal de parler des sujets dont j'ai envie. Donc un jour, je vous parlerai de la fin du véhicule électrique. Hola, hola amigos, et bienvenue dans Silicon Carnet, le podcast tech picante en direct de San Francisco. Mon nom est Carlos Diaz, investisseur, entrepreneur et podcasteur. Je suis le gringo en chef de cette émission et chaque semaine, je vous propose de débattre avec mes invités des sujets caliente de la Silicon Valley. Cette semaine dans Silicon Carnet, je vous demande d'accueillir la franco-américaine de la bande depuis 8 ans à San Francisco. Elle est maintenant naturalisée américaine. C'est une fan des Warriors, d'ailleurs on doit aller voir un match très bientôt j'espère, Stéphanie. Alors je l'attends ça avec impatience. C'est Stéphanie Tramichak qui est avec nous dans Silicon Carnet cette semaine. Mon deuxième invité, vous le connaissez également, c'est Engie Ismail en direct de Miami. Lui c'est un fan des Heats, pas des Warriors, et il est avec nous encore cette semaine pour nous parler de deepfake notamment. On va parler de plein de choses et il va nous faire très très peur avec la section 174. Et on a un invité spécial dans Silicon Carnet cette semaine puisqu'on va parler d'intelligence artificielle et d'open source. Et j'ai demandé à mon pote Jeff Boudier, qui travaille chez Hugging Face, d'être avec nous pour cette émission spéciale où on va parler justement d'open source et d'IA. Salut Jeff, comment tu vas ? Salut Carlos, ça va bien, ça me fait plaisir de rejoindre la Hacienda. Ben oui, mais écoute, tu sais que je t'avais proposé de faire partie des permanents cette année, puis t'es tellement busy sur Hugging Face que tu m'as dit. Ah oui, j'avais oublié de l'oublier, mais effectivement, ouais, ça me fait plaisir de te retrouver là. Ben écoute, non, en tout cas, on est ravis de t'avoir parmi nous cette semaine. On va parler d'IA, d'open source. Rappelle-nous très rapidement ce que fait Hugging Face et pourquoi tu es la bonne personne avec qui parler de ça. Écoute, Hugging Face, on est la plateforme ouverte, leader de la communauté de l'IA, donc des gens qui construisent des modèles. On a plus d'1 million de modèles, jeux de données, applications qui sont hébergées chez nous. Et donc on travaille avec tous les acteurs de l'écosystème pour rendre plus facile l'utilisation de l'IA avec l'open source. C'est une sorte de App Store de l'IA. Certains nous appellent le GitHub du machine learning, d'autres l'App Store de l'IA. Effectivement, quel que soit ton use case, il y a un modèle pour ça. Donc vous ne publiez pas, vous n'éditez pas de modèles d'intelligence artificielle vous-même. Vous êtes une sorte d'hébergeur et distributeur de modèles d'intelligence artificielle disponibles sur le marché, c'est ça ? On est hébergeur, on est distributeur, et puis on est aussi, on publie aussi de la recherche, et donc des modèles comme Bloom, Idéfix, Starcoder. Et plus que les modèles, c'est vraiment la manière de faire, démontrer que les entreprises peuvent elles-mêmes, et pas que les entreprises, d'ailleurs les institutions peuvent elles-mêmes créer leur propre modèle d'IA compétitif. Et donc c'est pour ça que tu es là, il y a beaucoup de modèles open source bien évidemment sur Hugging Face de disponibles. Et toi tu me disais Merci Angie, de m'accueillir. Ouais, non, bien sûr. C'est le réseau, c'est la mafia. Et Angie, tu me disais que tu connaissais Hugging Face, toi. Tu connaissais bien Hugging Face. T'es un gros fan. Je connais bien. Moi, je suis fan de l'entreprise. Et puis, mon bon copain de Miami, c'est Clément, le fondateur, un des fondateurs. Donc, je peux pas dire du mal de Hugging Face. Après, ça reste encore un peu technique pour moi, donc j'y passe pas non plus mes journées, mais je trouve que ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Et puis, c'est une fierté de la French Tech, quand même. Donc, ouais, absolument. Angie, patron de Fint, je le rappelle. Fint est en train de pivoter, donc c'est plus ce que ça fait, Fint. En tout cas, ça ne fait plus ce que ça faisait. Je pitch. Je fais un mini pitch. Vas-y, pitch. Pitch. Allez, pitch. Non, énorme pivot, en effet, il y a 3 mois. Et donc aujourd'hui, on s'est beaucoup intéressé, bien sûr, à l'intelligence artificielle. Et ce qu'on essaie de proposer, c'est une plateforme de recherche et d'analyse pour les métiers de la finance et de la banque. Donc des analyses financières qui parsent des fichiers de 800 pages. On va essayer de leur permettre de faire ça en quelques minutes
et de construire des investor memo, reports, etc. Donc voilà, c'est assez marrant à faire. On ne sait pas si on va arriver à tout faire, tout ce qu'on veut faire, mais c'est excitant. Voilà. Ah mais on peut t'aider, je pitch. Tout ça, c'est du bon boulot pour les modèles de langue. Carrément. Ouais. Non, mais ça, c'est intéressant parce que il y a 1 an et quelques, tout le monde parlait de Web3, de blockchain. C'était le poster child. Et maintenant, plus personne ne bosse dans le Web3 et la blockchain. C'est pas vrai, hein. Il en reste quelques couillons comme moi. Mais l'intelligence artificielle, ça fait partie aussi de tes projets, Stéphanie. Oui. Surtout, je m'intéresse beaucoup en fait à tout ce qui est knowledge sharing industry, knowledge commerce, le fait que les créateurs vendent beaucoup de membership, de souscriptions, de formations en ligne. Et les Gen Z, eux, ils accrochent moins parce qu'ils ont besoin de quelque chose micro-sized, super simple à consommer. Et je pense que l'IA peut rendre des services de ce côté-là. Donc je travaille là-dessus. Du côté des créateurs qui l'utilisent déjà pas mal, hein, l'IA, oui. L'intelligence artificielle. Nous, on utilise, par exemple, dans Silicon Valley, l'intelligence artificielle. J'utilise, par exemple, un logiciel qui s'appelle Opus Pro, qui est absolument génialissime. Tu lui donnes une vidéo et il est capable d'analyser cette vidéo, les moments chauds, en fait, de ta vidéo et d'extraire des moments qui sont très utiles ensuite pour faire des shorts. Et ensuite, j'utilise Submagic, qui est une boîte française d'ailleurs, à qui tu donnes ça et qui va faire un peu de post-prod, rajouter des captions et tout ça automatiquement, mettre aussi des sortes de vidéos complémentaires, faire des effets visuels aussi sur ton truc. Donc les créateurs utilisent de plus en plus effectivement l'intelligence artificielle parce que produire du contenu, ça demande énormément de temps. Je sais de quoi je parle, hein. 1 heure d'enregistrement, c'est à peu près 3 heures de post-prod. Donc tout ce qui peut permettre de réduire ce temps-là, qui pas très très intéressant, est bon à prendre. Alors comme je le disais dans l'introduction de cette émission, on va parler d'open source parce que ces derniers mois, les efforts qui visent à rendre l'intelligence artificielle un peu plus ouverte semblaient prendre beaucoup d'ampleur. Et on s'est dit, voilà, l'open source, c'est le Saint Graal. Ça va permettre de démocratiser à la fois l'accès à ces logiciels, mais aussi assurer de la transparence, voire même améliorer la sécurité qui est autour de ces modèles d'intelligence artificielle. Et puis, il semblerait récemment, en tout cas, moi j'entends pas mal de bruit de couloir, pour pas dire de bruit de chiottes, que c'est pas si simple, que les modèles IA open source, pour certains, n'ont d'open source que le nom, que notamment Llama 2 est très décrié. Certes, on peut le télécharger, on peut le déployer gratuitement, mais quand on jette un coup d'œil à l'intérieur de la licence, on se rend compte que la licence de Llama 2, c'est pas une licence open source très classique. Par exemple, je regardais, la licence de Meta interdit d'utiliser Llama 2 pour entraîner d'autres modèles de langage. Et elle exige aussi une licence spéciale si vous voulez la déployer dans une application ou un service qui compterait plus de 700 millions d'utilisateurs. Alors bon, il faut arriver à 700 millions d'utilisateurs, ça laisse pas mal de marge de manœuvre. Ton point de vue là-dessus, toi qui côtoies beaucoup de modèles open source, est-ce que ce modèle open source, c'est vraiment la solution pour l'intelligence artificielle, ou est-ce que c'est pas, Jeff, une façon aussi d'habiller la mariée, cette histoire ? Non, pour moi, c'est la solution. C'est la seule solution pour les entreprises si elles veulent prendre en main leur destin et construire de la technologie qu'ils maîtrisent, contrôlent, peuvent faire évoluer, etc. C'est la seule solution si on veut parvenir à des modèles de régulation qui sont auditables. Et c'est la seule solution si on veut pouvoir progresser ensemble. Si on veut en faire un bien commun, quoi, c'est ça. Si on veut en faire un bien commun, mais aussi si on veut pouvoir comprendre comment réduire les utilisations négatives de la technologie. Pour moi, la révolution de l'IA, c'est une révolution qui sera open source.
Ensuite, quand on dit l'IA open source, on fait en fait un raccourci de langage parce que de l'open source, en fait, c'est un concept qui vient du logiciel puisque source, c'est pour le code source. Quand on parle d'IA, en fait, on parle à la fois de logiciels, donc les librairies comme les librairies de Hugging Face qui te permettent d'utiliser des modèles, mais on parle aussi et surtout des modèles eux-mêmes. Et les modèles, ce ne sont pas du code. C'est un objet nouveau. Donc, chez nous, à Hugging Face, on parle de modèles ouverts. Et en fait, les degrés d'ouverture des modèles, c'est pas du tout une question binaire. Il y a tout un gradient. D'ailleurs, une chercheure talentueuse chez nous qui est une sommité du domaine, Irène Soleiman, a publié un papier qui est vraiment excellent, qui est un papier de vulgarisation, c'est assez facile à lire, c'est 10 pages, qui explique et propose un cadre pour qualifier en fait les différents degrés d'ouverture qu'on peut faire des modèles. Et dans ces degrés d'ouverture, alors il y a les modèles complètement ouverts où on a mis à disposition les jeux de données qui ont fait l'entraînement, où on décrit tous les enseignements et tous les principes de construction du modèle, et in fine, effectivement, on met à disposition les poids, donc le modèle lui-même, sans restriction d'utilisation attachée. Bloom, par exemple, ou GPT-NEO, le travail de Eleuther AI, correspondent à ce mode de publication complètement ouvert. Mais ensuite, Llama, c'est un modèle qui est disponible au téléchargement, ce qu'on appelle un gated modèle, avec certaines restrictions. On n'a pas les jeux de données d'entraînement, mais c'est un modèle qui est ouvert et qui a permis en fait l'explosion de l'écosystème de la communauté open source. Et à partir de Llama et surtout de Llama 2, il y a eu des dizaines de milliers de modèles qui sont aujourd'hui hébergés sur Hugging Face, qui permettent d'adapter Llama 2 pour tel ou tel use case, tel ou tel domaine, telle ou telle langue. Et donc, jusqu'à concurrence de 700 millions d'utilisateurs. Après, il faudra demander la permission de pouvoir continuer à utiliser les licences auprès de Facebook. Oui, cette limitation, en fait, c'est tout simplement une manière de ne pas le mettre à disposition des concurrents. De TikTok. Donc, on parle des GAFA. Ouais, c'est ça, comme dit Stéphanie. Ouais. Oui, TikTok aussi, oui. Ouais. Jeff, il y a un argument des détracteurs des modèles de l'open source, tu nous l'expliques, c'est la mise à disposition de tout un chacun de ces modèles pour fabriquer des choses par eux-mêmes. Et justement, un des arguments que j'entends de plus en plus fort du côté des détracteurs, c'est de dire que c'est laissé entre les mains des geeks et on sait pas qui, et notamment du darknet, une technologie qui est potentiellement ultra dangereuse, c'est un peu comme si on avait filé l'arme nucléaire à la planète entière. Ouais, alors là, il y a un petit effet épouvantail. Hein. Ouais, non mais c'est clair. Et d'ailleurs... Ouais, est-ce que cet effet épouvantail, pour toi, tu vas nous en parler, est-ce que c'est réel ou pas, est-ce que la menace est réelle? Et est-ce que tout cet effet épouvantail n'est pas finalement orchestré? Est-ce qu'il n'y a pas derrière un lobby de la part de certains acteurs pour essayer de créer cet effet épouvantail? Oui, bien sûr, et c'est pas nouveau. Hein. Je pense qu'on a vu ça tout au long de l'année dernière. Il y a eu des efforts super importants de la part des GAFA essentiellement. Pour structurer un petit peu la conversation autour de la réglementation des modèles. Et en fait, cette notion de risque existentiel, elle permet de justifier en fait un contrôle et une sorte de quasi-monopole que le gouvernement permettrait de mettre en place, quoi. C'est-à-dire que le gouvernement, c'est lui qui a le pied sur l'accélérateur ou le frein, et qu'à partir du moment où il y a de l'open source, il a plus ce jeu d'accélération ou de décélération, parce qu'en fait, c'est entre les mains de tout le monde, donc ils contrôlent plus rien. Et c'est un peu le discours qui est en train de leur servir sur un plateau d'argent, les GAFAM. C'est plus nuancé que ça. Mais si tu veux, la notion de risque existentiel, et je pense que c'est pas innocent que tu parlais la bombe nucléaire, parce que ça fait partie des talking points, en fait, qui sont avancés par les lobbyistes dans les conversations sur les réglementations. Non, l'open source, comme je disais au début, c'est pour moi la solution. C'est ce qui permet d'auditer la transparence de manière générale. C'est ce qui permet d'auditer, de contrôler et de contraindre un petit peu les cas d'utilisation. Donc pour moi, c'est la solution et pas le problème. Oui, mais est-ce que cette solution, et je vais laisser la parole à Stéphanie et Angie après, qui auront certainement plein de questions aussi à te poser là-dessus. Je suis d'accord. Moi, je suis un adepte de l'open source, donc je me fais ici l'avocat du diable. Hein.
mais est-ce que c'est pas une solution qui est complexe pour les gouvernements? C'est quand même vachement facile d'avoir un Microsoft qui dit hey, vous n'avez pas à vous poser trop de questions, fixez-nous des règles et nous on se débrouille derrière et on met notre responsabilité sur la table et si ça va pas, on sortira le chéquier. Alors que l'open source, ça demande aussi au gouvernement d'avoir des experts chez eux en leur sein pour aller auditer le truc. Ça représente un coût quoi en fait pour eux. Certes, c'est le garant de la liberté, mais ça a un coût du côté des gouvernements et en plus, ça leur demande de comprendre un truc qui peut-être comprennent pas quoi. D'ailleurs qu'il y a peu de monde d'ailleurs qui comprend. Pas forcément parce que il s'agit pas forcément de réguler l'open source et l'IA en open source. En fait, la question importante c'est de voir les cas d'utilisation. Donc on va pas traiter de la même manière des systèmes d'intelligence artificielle qui vont être utilisés dans l'armement ou dans l'éducation ou dans la publicité ou dans la santé. C'est vraiment des cas d'utilisation spécifiques. Il y a des contraintes, des risques qui sont spécifiques et ce sont des contraintes et des risques qui sont déjà compris et qui sont déjà formulés dans des réglementations des ministères, des institutions spécifiques. Et donc toute cette expertise existe déjà, le cadre réglementaire existe déjà. On a juste une nouvelle technologie qui permet de faire des choses plus vite, mieux. Et c'est ça en fait qu'on doit regarder. Stéphanie ? Pour revenir juste sur cet aspect régulation, on avait vu déjà dans un autre épisode qu'en Europe, il y avait beaucoup plus de détails sur comment, en fait, la réglementation allait aider à mieux contrôler les applications. Tout ce que tu mentionnais, en fait, la santé, le nucléaire, le terrorisme. Pour le coup, aux États-Unis, c'est moins clair encore. Et ça, c'est les agences qui doivent travailler dessus et qui vont venir. Donc là, ça doit être maximum lobbying à fond aux États-Unis, comme les Américains savent bien le faire. En France, je trouve que là, déjà, c'est un tout petit peu plus clair. Même si on sait qu'en France, c'est l'Europe, ça va être beaucoup plus régulé. C'est notre ami, Cricri, Thierry Breton, qu'on adore. Je pense que pour moi, la vraie question, et que tu soulevais un petit peu, Carlos, c'est est-ce que la régulation peut tuer l'open source? Et certains niveaux d'open source. Est-ce qu'il y a un danger? Et je sais pas répondre à cette question. Perso, je suis pas assez dans le sujet, mais est-ce qu'il y a vraiment un enjeu? Une question de vraiment tuer cette capacité d'innovation, parce que pour moi, l'avantage de l'open source, ou de quelle que soit la forme et le degré d'ouverture qu'il y a, c'est l'innovation. La sécurité, mais c'est surtout l'innovation, et comme tu le disais très bien, ça a boosté l'innovation, le fait qu'on ait la main d'eux, c'est génial. Est-ce que la régulation peut mettre un frein à ça? Ça dépend comment elle est implémentée. Et on parlait tout à l'heure d'efforts de lobbying. Hugging Face, on veut porter la voix de la communauté open source, de la communauté scientifique, et on le fait. Angie, tu parlais de Clem, notre CEO. Donc Clem était au forum de Chuck Schumer pour expliquer ce qui se passe en ce moment et donner une voix à la communauté open source. Ben oui, parce que c'est ça, Jeff. L'open source, c'est génial, mais on parle avec qui dans la communauté open source? Parce que super, les gens ils parlent avec Clem. Clem, je suis certain qu'il est plein de bonnes intentions, mais le mec en Russie ou en Chine qui a téléchargé Llama 2, il en a rien à foutre à la fois de la réglementation et de Clem qu'on adore et qu'on embrasse. Mais tu vois, c'est qui a autorité finalement là-dessus? Le jeu du dupe que j'essaye d'expliquer, c'est que on a des gens comme OpenAI ou les GAFAM qui eux expliquent aux régulateurs, au pouvoir public que eux ils sont très en faveur de la régulation et que ils sont disponibles et qu'ils ont de très belles salles de réunion d'ailleurs pour recevoir tout le monde. Et que ils ont aussi beaucoup de temps et que d'ailleurs il n'y a pas de problème pour que ça prenne énormément de temps tout ça, mais qu'en échange ils sont pas prêts à ouvrir le capot. Donc ils veulent faire avancer la régulation en promettant tout un tas de sécurité. On a vu d'ailleurs Sam Altman récemment depuis Davos parler de ça sur le sujet des élections, Stéphanie. Il a eu tout un message très très rassurant sur le fait que ils allaient mettre en place une équipe. Comment s'appelle sa responsable là? Global Affaires, Policy et Global Affaires, sécurité quoi. Mais c'était une réponse très bipo quand même.
Oui, c'est on ultra apprend pipeau. de l'ancien, on met en place des quick feedback loops, mais il n'a pas répondu sur les solutions. Ouais, et puis c'était super langue de bois, et la fille en question, j'arrive pas à retrouver son nom, ça serait bien si vous retrouviez. C'est une ancienne de Facebook en fait. Elle bossait chez Facebook avant. Elle a fait la campagne. Et c'est une proche de Biden aussi. Donc elle travaillait au cabinet de Biden avant. Donc on voit comment tout ce jeu politique est en train de s'organiser aujourd'hui entre ces gens-là, OpenAI, le gouvernement, etc. Mais ils ne veulent pas ouvrir le capot puisqu'on a bien compris qu'OpenAI n'avait de open que son nom, quoi. NJ, de ton côté, comment tu le vois ce système se mettre en place là et cette langue de bois des gros acteurs de l'IA Ouais. et Bien sûr, mais il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est les gros sauts, hein. Je pense qu'il y a aussi beaucoup qui est lié en fait à la protection des monopoles, que OpenAI a quand même créé un mini monopole en 12 mois sur en tout cas l'application B2C avec ChatGPT. Et donc ils sont, que ça soit Microsoft, Google, alors Facebook un peu joue sur les deux tableaux comme on le disait, mais je pense qu'il y a vraiment la volonté de aussi protéger leur business model. On en parlait un épisode récent sur la search de Google. Bah, typiquement, c'est un business à des centaines de milliards, donc ils ne veulent absolument pas qu'il y ait des modèles concurrents qui se créent. Et on voit très bien que l'IA, c'est une des choses qu'elle disrupte en premier, c'est le search, c'est la façon dont on accède à l'information, dont on la retrieve, etc. Donc moi, je pense qu'il y a une affaire de gros sous dedans. Et après, de comment je le vois d'un point de vue bataille, entre guillemets, moi, je suis intéressé par la dynamique que ça crée en tant que start-up. Ce qui est super intéressant, c'est que le closed source motive l'open source et l'open source motive le closed source. Et en fait, j'ai l'impression qu'on va beaucoup plus vite. GPT. qu'on a besoin des deux alors. Ouais, on a absolument besoin des deux. Parce que les applications commerciales sont beaucoup plus faciles à utiliser off the batch. Tu vois, quand ça sort, tu prends l'API d'OpenAI, c'est vrai que c'est facile à intégrer, etc. Dès que tu veux scaler, dès que tu as des sujets privacy data, tu as des sujets applicatifs très précis, bah là, tu commences à regarder des modèles open source. Tu regardes Mistral, tu regardes Llama, etc. Et il y avait un exemple qui était super, c'était GPT-4 Vision, qui est sorti, je crois, fin septembre ou début octobre. Et tu as 5 jours après un truc qui s'appelle Liava et qui fait 95% la même chose, quoi. Et qui lui est open source. Et qui était open source. Et en fait, je trouve que ça, c'est vraiment intéressant, cette dynamique de se tirer un peu la bourre. Et je pense que d'un point de vue régulation, ou en tout cas contrôle de l'innovation néfaste du hacker russe, justement, si on met de la régulation trop forte sur l'open source, l'innovation qui sera positive ou saine, entre guillemets, elle va prendre énormément de retard. C'est-à-dire que toutes les startups qui sont bien, enfin, je pourrais dire bien pensantes, parce que c'est un grand mot, mais qui ont envie de faire du bien dans le monde, quoi, et qui n'ont pas envie d'attaquer des élections, etc., elles vont se mettre à faire des semaines d'audit, de licensing, etc., comme on a en fintech, comme on a dans plein de trucs, et l'innovation va en pâtir. Et en fait, c'est là où on va prendre du retard par rapport aux innovations néfastes qui, elles, ils ont fait tout dans leur coin. Ils n'en ont rien à faire de la réglementation. Bien sûr. Et puis, ils auront hacké, de toute façon, il y aura eu des fuites de chez OpenAI, de chez Facebook ou autre. Ils auront pu recréer des choses néfastes, quoi. Donc, voilà, moi, je pense que c'est super important de défendre. Et puis, en plus, c'est beaucoup trop tôt. On ne sait même pas qui sont les vainqueurs en termes de modèles, en termes de... Ah non, mais ça c'est clair, on est encore dans la course à l'échalote. Exactement. Justement, sur l'histoire de l'argent, parlons d'argent. Ça c'est une question que je me suis posée en préparant cette émission. On se rend compte que, comme le dit NJ, effectivement, pour lancer une société dans le domaine de l'IA et fabriquer un LLM et le proposer sur le marché, il faut énormément d'argent. C'est difficile de concurrencer aujourd'hui les GAFAM parce que les frais d'infrastructure sont colossaux. On sait que OpenAI a levé énormément d'argent auprès de Microsoft, mais beaucoup de cet argent, c'est en fait du crédit pour faire tourner l'infrastructure de Microsoft pour son modèle. En plus, travailler avec le régulateur,
Ça demande des ressources particulières, il faut des avocats, il faut des experts, et il faut les payer. C'est souvent des gens qui coûtent énormément d'argent. Ça prend en plus beaucoup de temps, donc il faut les payer cher et longtemps. En plus, on se voit maintenant, on en a parlé d'ailleurs dans Silicon Carnet, que les médias contre-attaquent et disent vous pouvez pas utiliser nos data, ou alors il faut que vous nous payiez quelque chose. Et d'ailleurs, OpenAI ouvre le chéquier et commence à faire des deals à droite à gauche. Bon, le New York Times, ça les a pas empêchés de les mettre devant les tribunaux. Donc, comment est-ce que fait l'open source par rapport à ça? L'open source, elle est financée comment? Alors bon, certes, on parle de Mistral, ils ont levé pas mal d'argent, mais beaucoup moins en comparaison des modèles propriétaires. Comment est-ce que l'open source, dans ce contexte-là, d'infrastructure, de régulation et de paiement de licences pour avoir accès à des datas, peut rivaliser avec des sociétés propriétaires? Je dirais que toute la magie de l'open source, c'est de permettre aux entreprises de manière très efficace d'utiliser ces modèles préentraînés comme Llama 2, comme Mistral, et ensuite de les adapter à leurs données de manière très efficace. Donc avec 10 euros, 100 euros, tu vas pouvoir prendre un Llama 2, un Mistral, et ensuite y ajouter tes propres données avec des nouvelles techniques comme les adapteurs, Parameter Efficient Fine Tuning, etc. Enfin tout ça c'est facilement disponible via les librairies open source. Tu peux entraîner un modèle spécialisé pour ton cas d'utilisation. Alors c'est vrai que pour créer ces modèles préentraînés de base, il y a un effort qui est colossal, qui a tendance à augmenter en budget, en taille de jeu de données, etc. Mais en fait, c'est toute la valeur et l'importance de ces modèles de base préentraînés qui aujourd'hui sont fournis par Meta, par TII qui a créé Falcon, par Mistral qui a créé Mixtral, qui permettent à l'écosystème en fait de développer des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de dérivatifs. Et d'ailleurs, tu parlais de la licence de Llama. Llama te permet de créer une adaptation à partir de Llama avec n'importe quel type de données. Tu vois, donc c'est vraiment la création, c'est une plateforme qui permet de créer un écosystème autour de tout ça. Mais donc ça veut dire qu'on peut pas créer un OpenAI avec de l'open source, ou alors il faudra être capable d'avoir le même type d'infrastructure. Mixtral est quand même plus performant sur la plupart des benchmarks que GPT 3.5. Donc c'est pas encore GPT 4, mais c'est pas loin. Oui, mais Mistral ne te propose pas une solution hébergée encore. Il faut encore que ce soit toi qui la fasse tourner sur tes propres machines. Tu peux faire les deux. Tu peux prendre Mistral sur Hugging Face, le mettre sur ton serveur. Tu peux aussi demander à Mistral de l'héberger pour toi et d'utiliser leur API. D'accord. Ok. Autre question, c'est la position, on en parle beaucoup dans cette conversation autour de l'open source, il y a un nom qui revient là sans cesse, c'est celui de Facebook et de Meta, plutôt, notamment avec son chef de tout ce qui est intelligence artificielle, qui est un Français, Yann Lequin. On parle beaucoup de Meta et on se pose la question de... Est-ce que toi tu sais pourquoi est-ce que Meta va dans cette dimension, dans cette approche open source? Si on met de côté le discours officiel, est-ce que derrière il y a une vraie volonté de servir la communauté open source, ou est-ce que c'est juste une façon de se différencier sur le marché par rapport aux gros acteurs qui eux ne le sont pas open source? Oui, je pense que c'est une vraie volonté, mais en fait c'est un service qui va dans les deux sens, parce que tu mets en accès le modèle Llama 2. Et un mois plus tard, tu as tout un tas d'améliorations qui sont proposées pour rendre Llama 2 plus performant. Tu as des modèles qui ont été quantisés pour pouvoir tourner sur un laptop, sur un ordinateur, sur un téléphone. Tu as des chercheurs qui vont trouver des problèmes de sécurité qui pourront être fixés à partir des jeux de données et des méthodes d'entraînement. Tu as les chercheurs en sécurité et éthique qui vont trouver des problèmes potentiels et chercher des solutions pour les régler. Donc tout ça, c'est un écosystème qui se greffe autour de la plateforme qui est ce modèle préentraîné de base qui est Llama 2. Et donc tous ces enseignements, c'est des choses qui sont directement réutilisables par les équipes de Facebook. Donc au lieu d'avoir, alors je ne sais pas combien ils ont de chercheurs aujourd'hui chez Meta Research, je crois qu'ils ont fusionné leurs équipes très récemment. Mais à partir de leurs milliers de chercheurs et d'ingénieurs, ils ont en fait une communauté
de 100 000 ingénieurs et chercheurs autour d'eux qui travaillent sur la même plateforme. Qui contribuent à Llama 2. Et oui, parce qu'ensuite, Llama 2 progresse plus vite que les solutions propriétaires qui fonctionnent en vase clos d'un point de vue recherche. Et donc Llama 3, ça va être un truc incroyable. On passe au deuxième sujet. Angie, tu voulais nous parler de la Tour Eiffel qui a pris feu. Ouais, vous avez vu ça, c'est incroyable. Effectivement, quand tu m'as envoyé la vidéo, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Non mais je t'avoue, à un moment, j'ai eu un moment de doute. Et en fait, on se rend compte que c'est un énorme deepfake. Ouais, c'est un énorme deepfake, mais qui a fait des millions de vues. Et c'est ça qui est un peu bizarre, parce que c'est vrai que la Tour Eiffel, c'est de l'acier, donc on se dit, mais est-ce que ça peut prendre feu? La vidéo officielle, elle a des centaines, voire des milliers de commentaires de gens qui se disent, non, mais c'est pas possible, j'étais à Paris à Noël dernier, c'est magnifique. Comment la Tour Eiffel... C'est le même drame que Notre-Dame quand Notre-Dame a brûlé, quoi. Il y a eu le même genre de réaction. Ils se sont dit bis repetita, les monuments de Paris sous les flammes, etc. Et en effet, c'est un gros deepfake. Et donc, ça pose des problèmes de crédibilité de l'information, etc. Donc, c'est ça que je voulais un peu mettre en avant. Parce qu'avec l'IA, c'est vrai qu'on peut faire... n'importe qui peut faire d'excellents fakes assez rapidement, que ça soit pour faire du voice cloning, donc c'est-à-dire qu'on récupère une voix et puis on refait par exemple des nouvelles chansons. Donc on a vu, il y a déjà eu des procès sur ça. Nouvelle chanson de Drake, ah bah non, en fait c'est pas Drake, c'est une IA. Des vidéos cloning aussi, donc là où on va avoir potentiellement le visage de quelqu'un de connu qui va faire des choses improbables, ou le vidéo dubbing. Donc là, c'est la voix, c'est ce qu'on voit dans les séries américaines. Sauf que là, la bouche suit la langue. Et moi, j'ai fait Alors, si vous êtes sage, on pourrait vous le montrer, mais j'ai fait une vidéo, par exemple, en japonais, de l'introduction de Silicon Carne. Et bien sûr, je parle pas un mot de japonais. Pas Donc, mal. si vous êtes sage, on va vous le montrer. Ah, super, c'est génial. Ouais, bah, effectivement, on regarde. Mais ça, c'est pas du deepfake, c'est la créativité. Et où est la frontière, tu vois? Parce que tout contenu généré est par définition de la fiction. Enfin, c'est fake. Les exemples académiques pour tester les modèles de création d'images et de vidéos, c'est mets-moi un astronaute qui chevauche un cheval sur la Lune. Bon, bah, c'est du fake, c'est de la création, c'est de la fiction. Et comme le but de la generative AI, l'IA générative, c'est de créer des contenus. On avait avant, oui, mais elle a pas l'intention de tromper. Il n'y a pas de volonté de tromperie. C'est l'usage. Il y a une volonté de création. Alors que là, dans ce que Angie est en train de parler, il y a une vraie volonté de tromper, et ça peut avoir des conséquences énormes, notamment pour une ville comme Paris où le tourisme est super important, de se dire ah non mais attends, Paris est en feu, la Tour Eiffel est en feu, ça vaut pas la peine que tu y ailles. La Tour Eiffel, j'ai vu, elle a brûlé la semaine dernière. Donc il y a certainement mais je suis d'accord, quand c'est un super outil de création, on le voit sur ma plateforme Uncut, c'est ce qu'ils font toute la journée, mais il y a une volonté de création et pas une volonté de tromperie, parce que tu nous parlais, donner un exemple, Angie, de scam téléphonique. Vas-y, raconte-nous ça, mais c'est vrai que si on est capable de générer ça, on va avoir beaucoup de monde qui vont tomber dans le panneau. Ouais. Non, en fait, c'est vrai qu'aux États-Unis, en ce moment, le scam téléphonique qui marche assez bien, c'est votre femme ou votre mari qui vous appelle. C'est la même voix. Il vous raconte qu'il est dans un accident, sa voiture est en feu avec le portefeuille, le téléphone dedans et qu'il appelle d'un autre téléphone. Il faut absolument lui donner le numéro de la carte bleue avec une voix terrorisée et en larmes. Et là, vous tombez dans le panneau. Et donc, il y a des gens qui se sont fait avoir comme ça. Et plus grave, donc je crois que c'était Stéphanie d'ailleurs qui partageait l'article dans notre groupe, c'était la voix de Biden qui était reprise, si tu veux en parler, Stéphanie. Oui, quoi. C'est pendant les primaires de l'Iowa, le robocall appelait avec la voix de Biden en disant votez ou ne votez pas pour moi, ou je sais plus ce qu'il disait en fait. Mais non, c'était il disait n'allez pas voter. N'allez pas voter, voilà, restez chez toi. Restez chez vous, n'allez pas voter et gardez votre vote pour novembre, parce qu'on rappelle que les primaires aux États-Unis peuvent être open et que les démocrates peuvent aller voter
pour les primaires républicaines. Et donc là, on avait effectivement un message téléphonique de Biden. On va vous le faire écouter dans l'émission, il est assez impressionnant parce qu'on a vraiment l'impression que c'est Joe Biden qui parle, qui invite les électeurs démocrates à ne pas aller voter aux primaires de l'Ohio, de garder leur vote pour novembre, parce qu'on sait très bien que les démocrates auraient pu aller voter pour, j'en sais rien d'ailleurs, Nikki Haley ou DeSantis, à l'époque il était encore en lice, ou bien évidemment Trump, qui est peut-être le meilleur candidat d'ailleurs pour Joe Biden, et qui invitait les gens à ne pas aller voter. On écoute le message, vous allez voir, vous allez reconnaître Papy Biden dans ce message. Is the New Hampshire presidential preference primary. Republicans have been trying to push nonpartisan and Democratic voters to participate in their primary. What a bunch of malarkey. We know the value of voting Democratic when our votes count. It's important that you save your vote for the November election. We'll need your help in electing Democrats up and down the ticket. Voting this Tuesday only enables the Republicans in their quest to elect Donald Trump again. Your vote makes a difference in November, not this Tuesday. If you would like to be removed from future calls, please press 2 now. Et c'est pas d'ailleurs dans l'Ohio, comme on vient de l'entendre, c'est dans le New Hampshire, dans le Super Tuesday qui a eu lieu cette semaine. On enregistre, on est le 24 janvier, donc c'était il y a quelques jours. Donc on voit que ces tentatives de manipulation, on avait eu très très peur que pour ces élections présidentielles, on voit émerger des deepfakes pendant la campagne. Ça y est, ils sont là. Ça fait clairement partie du jeu. Comment est-ce qu'on lutte contre ça, Angie ? Moi, justement, ça va reprendre un petit peu le débat open source, closed source. Je pense qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on a vu beaucoup de sites de fact-checking, les debunkers, les machins. Je sais que Le Monde, ils ont un site qui est bien fait sur ça. Je pense que le problème, c'est que la fake news corrigée a toujours moins de vues et moins de commentaires et moins d'impressions que la fake news originelle. Donc, je pense que la solution, et moi, je suis un accélérationniste, donc je suis toujours pour plus de technologie pour résoudre les problèmes, c'est que il faut qu'à la source de nos technologies, donc que ce soit dans les navigateurs, les téléphones, ce qu'on veut, il y ait des moyens d'identifier si c'est de la création, comme Jeff disait, si c'est de la fake news avec une intention de nuire, ou si c'est du contenu classique quoi, d'utilisateur. Et voilà, moi c'est mon avis perso. Pour les scams téléphoniques, on le dit aux auditeurs, si ça vous arrive, avant que ça vous arrive, mettez en place un mot de passe avec vos proches et assurez-vous que si vous recevez un appel, quelque chose d'urgent, vous demandez le mot de passe. Ça peut être un mot de code, un nom de code, voilà, pantoufle. Si tu me dis pas le mot pantoufle dans ton truc, ça veut dire que c'est pas toi. Mais vous vous rendez compte ce qu'on est en train de dire? Regardez, vous vous rendez compte des conseils qu'on est en train de donner aux gens, c'est-à-dire d'avoir des mots de passe, des sortes de codes secrets dans leur conversation pour contourner les deepfakes, parce qu'on vit dans ce monde-là et qu'aujourd'hui potentiellement il peut y avoir ce risque-là en face de nous. Et l'impact en fait des deepfakes, il est double, il est positif et il est négatif. Il est négatif, on vient d'en parler. Il y a plein d'autres exemples. Moi, ce qui me fait surtout peur, c'est les jeunes filles dans les écoles qui se retrouvent en fait avec des fausses utilisations de leur image avec du porno et du coup. Et ça, on l'a vu en Espagne notamment. L'horreur. Il y a eu beaucoup d'utilisations dans un petit village d'ailleurs. On sait pas trop pourquoi. Il devait y avoir un nerd ou un geek là-dedans qui a su le faire. Et effectivement, il a remplacé les visages de certaines enfants du village dans des vidéos pornographiques, alors que bien évidemment ces jeunes filles n'avaient pas du tout participé à ces films. Et le deuxième impact, c'est que ça va quand même réduire les coûts pour les élections. Si on parle des élections, on reste sur les élections, sur l'impact de création. Les élections dépensent, c'est le premier secteur qui dépense de l'argent en ad dans les réseaux sociaux. Ils sont très très forts et on va se retrouver inondé de pubs différentes, autogénérées et hyper personnalisées. C'est-à-dire qu'avant il y avait un message qui s'adressait à une certaine cohorte, là il va s'adresser à toi, de Trump
Trump qui va te parler, de Biden qui va te parler, de Nikki, j'espère que ce sera Nikki qui va nous parler. C'est foutu. Je suis désolé, Stéphanie. Non, c'est pas foutu. Elle est foutue là. Ça y est. Mais depuis c'est hier, pas deux élections. Non, allez, je sais pas. Non, d'abord c'est pas deux politique. élections. Ça fait longtemps que on n'en est pas. Mais non, mais bon, bref. En fait. Je sais pas, vous avez vu d'ailleurs, j'ai lancé un podcast avec ma fille sur les élections américaines. Je croyais qu'on parlait pas de politique d'ailleurs. Voilà. Non, on n'avait pas le droit de parler de politique. Non, mais parce que tu sais qu'il y a un auditeur, Oui. il y a un auditeur qui m'a dit qu'il en avait marre qu'on parle de politique. Donc du coup, j'ai dit on va parler plus de politique. Non, mais j'ai lancé ce podcast avec ma fille sur les élections américaines. Et ce qui est très intéressant, et ça va être le sujet d'ailleurs des prochains épisodes, c'est que Stéphanie, tu dis un truc super intéressant, et je veux pas rentrer dans la politique parce que c'est pas le sujet. Là, on est dans une émission tech, mais les élections américaines, elles ne fonctionnent qu'à base d'argent, de pognon. Effectivement, t'as raison, il y a des budgets colossaux qui sont dépensés essentiellement pour faire de la publicité et créer du contenu et des campagnes de plus en plus personnalisées. Et t'as raison de dire que cette technologie, parlons pas de deepfake, peut permettre de créer des messages encore plus personnalisés et bienveillants. Pour informer des populations sur des enjeux qui sont les leurs et développer des messages réels, quoi, en fait, là-dessus. Mais pour en revenir aux primaires, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent des Républicains, il n'est pas infini. Aujourd'hui, il est en train de se diviser entre Trump et Nikki Haley, puisque Ron DeSantis est sorti de la course. Heureusement, d'ailleurs. Désolé pour toi, NJ, puisque... Non, tant mieux. Je suis pas un grand fan de DeSantis. Ok, mais... Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, les Républicains sont en train de financer 2 campagnes, donc ça coûte énormément de pognon. Le fait que les candidats se retirent, c'est de libérer de l'argent pour le mettre au service de celui qui va gagner, quoi, en fait, ou qui pense qu'il va gagner. Donc en gros, quand on voit les candidats se retirer, c'est juste pour faire des économies, quoi, en fait. C'est parce que effectivement, la création de ce contenu-là, il coûte énormément cher et que là, Nikki Haley, elle a besoin aussi de faire de la pub. Stéphanie, tu nous disais un truc super intéressant, c'est que la résistance s'organise. Il y a par exemple ce nouvel outil Nightshade qui est en train de faire parler de lui. Explique-nous un petit peu. Oui, c'est l'université de Chicago qui a sorti un papier qui était un outil qui s'appelle Gaze, qui permettait en fait de tromper les données d'entraînement des modèles et de tromper sur le style du créateur. Donc on parle d'image artistique et ça trompait le style. Donc tu fais un style Van Gogh et à la fin le langage, le LLM comprend que c'est du Walt Picasso. Disney. Voilà, Walt Disney, complètement différent. Le truc rien à voir. Et ça corrompt complètement en fait, parce que ça se répartit après par effet de capillarité dans le langage modèle. Donc ça permet de créer une bataille dans le langage modèle. C'est un virus en fait. Un genre de manipulation. Tu prends ma donnée sans que j'ai donné l'autorisation, et ben tant pis pour toi. Et puis là il y a un nouveau modèle, une nouvelle techno de la même université qui vient de sortir, Nightshade, où là en fait c'est même dans la photo. Donc tu mets la photo d'un chien, tu changes quelques pixels dans la photo du chien grâce à cet outil. Et là, le langage modèle va prendre ta donnée que tu n'as pas autorisé à prendre et paf, il va voir un chat. J'adore le sac qui est transformé en gâteau, quoi. Et en fait, c'est la rébellion en fait des artistes qui n'ont pas autorisé l'utilisation en fait de leurs données, de leur création. Comment en fait ils commencent à s'organiser et donc comment la technologie, comment la technologie aide en fait à combattre ça et c'est bien. Moi je suis d'accord. Toi t'es d'accord avec ça? Ouais, moi je suis pas d'accord avec ça. Je sais qu'on n'est pas là il y a un vrai débat par rapport à ça. Moi je considère que les artistes, en fait l'art n'appartient à personne. Oui, on avait déjà eu le débat. Mais oui, on a eu ce débat-là, mais rappelons-le, quoi, en fait. On ne naît pas artiste. Ces gens-là pensent qu'ils sont des génies, et qu'ils sont devenus et qu'ils ont été capables de créer ce truc-là parce que ils ont une opinion d'eux-mêmes qui est exagérée. Ils ne sont déjà qu'un entraînement eux-mêmes. Chaque individu est un entraînement. On arrive à créer de l'art parce qu'on a été inspiré par d'autres et parce qu'on s'en est nourri, etc., etc. Et donc en fait, ils sont prêts à se nourrir des autres, mais que quand c'est leur art à eux, ils l'empoisonnent pour que ni des autres, parce que ils ne veulent pas que d'autres individus l'utilisent, et encore moins des machines. Mais c'est un combat. Moi, ça me rappelle tellement le début de
Internet, quoi. C'est un débat moderne. Là, je lisais un article sur TikTok où les créateurs, donc TikTok a arrêté son fonds de créateurs pour donner de l'argent, en fait, aux créateurs parce que ça marchait pas. TikTok gagne des millions, voire des milliards. Et les créateurs, quelqu'un qui avait 900 000 vues, gagnait $6. Elle pouvait même pas s'acheter de quoi manger. Et donc, en fait, c'est le débat. Maintenant, on est dans un monde moderne où il y a beaucoup de gens, du user-generated, on est passé quelque chose de massif, où beaucoup de gens contribuent au succès d'autres personnes, de plateformes éventuellement, et ne récupèrent rien. Et je pense que les artistes, dans ce cas-là, ils aident en fait des plateformes à gagner beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas récompensés. Et le débat, quand tu parles de la création et de ce principe de création, je suis d'accord avec toi. Mais à la fin, je suis d'accord aussi avec un artiste qui dit la plateforme utilise ma création et pour faire plein d'argent et moi j'ai rien en échange. C'est des questions de propriété intellectuelle et puis aussi de protection de la marque, parce que je pense que ce dont les artistes essayent de se défendre, c'est qu'on utilise leur nom pour les remplacer. Je pense que d'autres mécanismes sont importants pour revenir sur le sujet du deepfake, pour limiter les abus et la désinformation. Il y a tout un pan de recherche autour du watermarking d'assets, c'est-à-dire que lorsque un modèle va créer une nouvelle image, une nouvelle vidéo, il doit estampiller, mais de manière invisible et indétectable, que ça a été créé par ce modèle en particulier. Il y a des projets de recherche de détection de contenu créés par des modèles. Il y a un besoin important de coordination, de fédération, parce que pour que le public soit protégé, il faut qu'on utilise tous à peu près les mêmes techniques. Donc ça demande de la collaboration et travailler de manière ouverte sur ces sujets-là. Moi je suis pas d'accord, mais moi je suis pas d'accord avec vous parce que en fait vous êtes en train de focaliser ça sur cette histoire d'intelligence artificielle. Vous vous rendez pas compte que vous êtes en train de foutre en l'air tout un tas de mouvements culturels qui ont existé que par le remix. Si on fait ce que vous faites là, il n'y a pas de hip-hop. Le hip-hop n'existe pas. Angie, toi qui es un mec de hip-hop, tu le sais. Oui, je sais. Ce n'est que du remix. Alors, imagine, je suis en train d'écouter Dr. Dre, et là, tout d'un coup, je vais avoir une mention pendant que j'écoute Dr. Dre pour me dire que là, ce sample-là, en fait, c'est d'un truc de James Brown. On va faire une pause dans la chanson de Dr. Dre pour me dire que ça, c'est du James Brown. Et que c'est un mix de James Brown, qui a été le mec le plus réutilisé dans le hip-hop que voilà. Ça, on a, en fait, everything is a remix. Mais les crédits sont là pour ça. Tu vois, dans Spotify, tu prends la musique. Dans Spotify, tu vas dans les crédits, tu vois les morceaux qu'il a utilisés. C'est normal, en fait, qu'il y ait l'attribution. D'accord. Sauf que dans le modèle, dans le système et c'est là que le débat est, il est très intéressant. Dans le principe de l'intelligence artificielle, le fait de copier des datas, tout le monde fait ça. Google fait ça. Il y a rien qui est illégal dans le fait de récupérer de la data qui existe et qui est disponible aujourd'hui sur le web. Et la restituer et permettre aux gens de la manipuler, il y a rien non plus d'illégal. Le vrai problème, c'est la transformation. C'est-à-dire que le processus de création, c'est copier, transformer et combiner. Et le problème que dans le modèle de l'intelligence artificielle, c'est est-ce qu'il y a une réelle transformation? S'il y a une réelle transformation, ce que je pense est le cas. C'est-à-dire que le chat, on te régurgite pas un chat qu'on a déjà copié. Il crée un nouveau chat. Il y a une transformation du modèle original. Certes inspiré, mais il y a une vraie transformation. Donc ça va être du fair use. C'est un combat perdu d'avance, cette histoire, pour moi. Je pense. Non, vous n'êtes pas d'accord? Non, moi, C'est intéressant. Enfin, c'est les questions qui sont discutées. Hein. Non, mais le système de diffusion dans l'intelligence artificielle, on va pas rentrer dans la technique, moi, je pense mais qu'il y a besoin de traquer, il y a besoin de savoir, si tu veux, et notamment le deepfake, pour revenir sur notre sujet principal, tu veux savoir si ça a été généré ou pas. Non, quand j'écoute de la musique et du hip-hop, j'en ai rien à foutre de savoir que c'était James Brown qui a fait ce sample-là. Je veux écouter de la musique, elle est cool, elle me fait danser, elle me crée un effet qu'en fait, ouais, il y a eu des trucs, je sais qu'il y a eu des trucs de copier, mais à part 3 intellos et 4 emmerdeurs, tout le monde s'en fout de savoir que ce truc-là a été copié. Daft Punk ne fait que ça, quoi, en fait. Daft Punk, il a piqué des trucs à la disco, mais il paye à chaque fois. Il redonne Daft Punk, c'est connu. Et si, il y a des procès énormes sur certains. C'était qui le dernier artiste, là, qui a eu une bataille énorme, qui a duré 10 ans? Ça existe. C'est normal. Ce qui est important, c'est de traquer, de savoir ce qui se passe. Si tu peux même pas savoir ce qui se passe,
passe. Non mais tout le Tu veux monde, pas décider tout le monde. Non mais j'ai bien compris. En ce moment, il faut tout traquer. Les gens traquent le nombre de pas qu'ils font, le taux d'oxygène dans leur sang. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça? C'est un gros flip. Est-ce qu'on peut pas juste foutre la paix et laisser la créativité s'exprimer sans qu'on doit traquer tout qu'en fait? Mais elle s'exprime quand même si tu traques. Elle s'exprime quand même, personne ne t'empêche. Bon, écoutez, si vous voulez copier Silicon Carnet, allez-y, foncez, qu'en fait, ressemblez Silicon Carnet, faites-en des versions japonaises comme Angie. Non, Angie, tu voulais dire un truc là-dessus. Non, mais je suis passionné par ce sujet, moi. Non, je suis plutôt d'accord avec toi, avec Carlos, parce que sinon, ça revient à aller sur la place du Tertre à Montmartre et demander à un peintre tous les tableaux qu'il a vus dans sa vie, tous les musées dans lesquels il est allé, tous les films qu'il a vus, et pour faire cette peinture. Moi, je suis plus dans l'optique de se dire que tout ce qui est créé avec les LLM, enfin les outils de création de GenAI, sont dans la création de nouveautés, et donc c'est l'usage de ces nouveautés qu'on doit regarder. Donc c'est comment on les utilise. En effet, si quelqu'un fait un Van Gogh-like et il essaye de le vendre avec du Van Gogh, ben là on est vraiment dans l'imitation, et là normalement il doit y avoir des lois, quoi, comme un sac Louis Vuitton qui serait fait au paquet. Elles existent, ces lois, il y a rien à inventer, hein, le copyright. Donc ouais. Moi je suis plutôt comme ça, ouais. Bon, non, mais tu voulais nous foutre les boules avec cette section 174. Déjà, rien que le mot, ça fait peur. Je flippe. Ouais, moi aussi. Non, c'est un sujet intéressant, un peu technique. C'est un groupe terroriste, c'est quoi? Alors, c'est pas un groupe de rap. Il y avait la section d'assaut. Là, il y a la section 174. Alors, c'est un truc assez sérieux, assez chiant, mais assez important pour les start-upers qui nous écoutent, notamment ceux qui sont implantés aux États-Unis. En fait, il y a une nouvelle loi fiscale qui a été créée par l'IRS, donc le service des impôts aux États-Unis, et elle est très piquante, cette loi. Je vous explique rapidement. C'est que, en fait, la façon dont la recherche et le développement, ou les coûts de recherche et développement sont amortis aux États-Unis, notamment pour les startups, va complètement changer. Et c'est un gros problème parce que ça va faire que des startups qui sont naissantes et qui commencent à avoir des revenus vont devoir payer des impôts. Voire même si elles sont pas profitables. Même si elles sont pas profitables. Alors là, j'entends déjà la France. Ouh là là! Payer des impôts, c'est bien. Alors oui, moi j'adore payer des impôts. Je trouve que toute entreprise doit payer énormément d'impôts, c'est génial. À condition qu'on fasse des profits, sinon voilà. Non. Et que ça nuise pas à l'innovation surtout, parce que c'est un peu ça le mode de fonctionnement de la startup, c'est d'être récompensé entre guillemets avec des avantages fiscaux pour, comme nous on l'a fait avec Fint, on a travaillé 2 ans sur 2 sujets, on a quasiment tout jeté à la poubelle. Pour partir sur un nouveau sujet. Aujourd'hui, aux États-Unis, quand vous faites de la recherche et développement, donc vous avez des ingénieurs dans votre équipe, aux États-Unis ou à l'étranger, ce que vous pouvez faire, c'est déduire ces coûts, ces salaires, même si vous avez des machines. Donc si vous avez un peu d'argent pour acheter des Nvidia et faire de l'IA, vous allez le passer en R&D. Alors le matériel, c'est toujours un peu différent. Et vous pouvez l'amortir sur l'année entière. C'est-à-dire que tous les salaires de l'année, vous allez recouper ça sur vos charges de l'année. Et cette section 174, maintenant, exige que l'amortissement se fasse sur une période de 15 ans au total. Et 15 ans pour les entreprises, alors je parle surtout pour les entreprises françaises. 5 ans pour les entreprises US, mais 15 ans si ton activité R&D est à l'étranger. Et donc, oui, si tu as dépensé 100 000 euros sur l'année, tu vas pouvoir recouvrir sur cette année-là que 20%, en gros, de ces charges-là. Là où c'est très punitif, là, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est comme les emmerdes, hein, ça vole en escadrille pour les startups en ce moment. Parce que c'est hyper difficile de lever de l'argent. Elles sont contraintes de faire du revenu, ce qui est quand même une grande nouveauté pour certaines. Alors ça, c'est pas normal. Oui. Mais c'est la réalité. Ouais. Or, aujourd'hui, faire du revenu peut être préjudiciable pour toi. C'est ce que tu es en train de nous expliquer, puisque maintenant, à partir du moment où tu fais du revenu, tu vas peut-être devenir imposable. Puisque tes frais de R&D ne peuvent pas être déduits finalement de ton bilan, en tout cas pas dans la même proportion Exactement. Que ce n'était le cas avant. Et en plus, la prime fiscale saute. C'est-à-dire que cet amortissement qui était sur la même année devient 5 ans si tu as R&D et aux États-Unis, et 15 ans, c'est-à-dire peau de chagrin. Ça veut dire que tu as dépensé 1 million cette année en R&D. Si c'était à l'étranger,
tu ne vas pouvoir amortir que même pas combien 120 000 balles, quoi, en fait. Non, même quoi, pas, sur 1 million divisé par 15. 15 ans, 1 million divisé par 15, ça fait quoi? Non, ça fait même pas ça fait 80 000 balles. 66 000 et quelques, je pense. Mais bon, oui, exactement, c'est exactement ça. Et donc, on a deux camps qui s'opposent aux États-Unis. C'est très politique comme histoire parce qu'en fait, ceux qui poussent la loi disent en fait, ça va renforcer la compétitivité des États-Unis parce qu'on va embaucher des talents aux US et on va les garder. Non, mais ça, aux c'est US. fait pour recruter localement, en fait. C'est du Biden tout craché, cette histoire. Mais en fait. au final, ça va aussi empêcher tout un tas d'entreprises de venir même aux États-Unis. Ça rend les États-Unis, d'un point de vue innovation, plus du tout attractif. pas forcément très attractif. Bon, écoutez, c'était super. Jeff, merci d'être passé par Silicon Carnet. C'est toujours un plaisir de te voir. Merci de J'étais m'inviter. très content. C'est cool, ça me fait On fait plaisir. tout ça. Allez. Allez. Au revoir, à la semaine prochaine. Hasta luego, amigos.